Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro des Décideurs du Net, une émission comme d'habitude réalisée en partenariat avec le Journal du Net et donc diffusée en direct sur Décideurs TV et sur lejournaldunet.com. Cette émission est co-animée avec Nicolas James du Journal du Net. Bonjour Nicolas. Bonjour. Et je vous invite donc à poser toutes vos questions à nos invités sur la barre de chat qui se situe à droite de votre player. Aujourd'hui, nous recevons Jean-Luc Chétrid. Bonjour Jean-Luc Chétrid. Bonjour. Bonjour. Alors, pour vous présenter un petit peu, vous débutez votre carrière au sein du département commercial de Procter & Gamble, puis vous rejoignez Nestlé où vous occupez des responsabilités en marketing ainsi qu'en développement grand compte. Gillette ensuite en 2005 où vous prenez la direction des grands comptes internationaux, puis retour chez Procter & Gamble à la direction commerciale France et Europe cette fois-ci. Mais vos activités ne se limitent pas qu'à la direction commerciale puisque vous pensez également la communication des différentes marques que vous gérez. Et enfin, le 1er octobre 2012, vous rejoignez Cara France en tant que président. Donc Cara, on le rappelle, est un leader européen du conseil média et d'achat d'espaces publicitaires. C'était un nouveau défi, ça pour vous, de passer du développement commercial à la communication des marques? Oui, c'était un défi. En fait, ça combinait très bien mes expertises précédentes, puisqu'en effet, vous l'avez dit, j'ai construit des savoir-faire dans comment développer des affaires à travers des grands distributeurs, mais j'ai aussi passé beaucoup de temps, en particulier chez Procter, à travailler sur l'intégration des points de contact et construire des plans de communication qui fonctionnent le mieux possible et jusqu'au magasin. Donc c'est un petit peu ma note un peu différente par rapport à ce métier des agences médias, c'est que je vois le média d'une façon beaucoup plus large, le média au sein d'un écosystème de points de contact qui permet à une marque de gagner la préférence des consommateurs jusqu'au magasin. Et ça vous permet donc d'avoir une vision plus globale, le fait d'avoir été de l'autre côté, d'avoir été du côté des marques, de savoir ce qu'on veut mettre en avant pour ensuite penser la communication de ces marques? Alors c'est sûr que c'est un atout quand on parle à un annonceur que de comprendre ces problématiques, et non seulement ces problématiques de communication, mais d'essayer de comprendre ces problématiques business. Et c'est la première question que je pose à mes clients, c'est quels sont leurs résultats business et quels sont leurs objectifs et comment on peut les y aider. Et ça les rassure de savoir que la personne en face d'eux comprend les problématiques business? Oui, je pense que c'est un élément de réassurance, mais au-delà de ça, évidemment, il faut s'appuyer, c'est la chance que j'ai chez Cara, c'est de pouvoir s'appuyer sur des compétences dans le métier des médias, parce que c'est naturellement notre métier, dans les métiers du digital, parce que forcément, si on parle médias, on parle de digitalisation des médias, et donc d'avoir, et c'est ce que j'ai constitué dans l'équipe Cara aujourd'hui, à la fois dans le comité de direction, mais dans l'ensemble des équipes, c'est d'avoir une diversité de profils. Donc des gens qui sont anciens annonceurs et qui comprennent très bien les problématiques de leurs clients, en tout cas le mieux possible, et puis des gens qui connaissent très bien aussi leur métier, qui est le métier du média, pour combiner les deux. Alors, on va parler de la transformation digitale un peu plus tard, mais tout d'abord, on vous a entendu dire sur France Inter que le secteur publicitaire était en baisse durant ces 3 dernières années. Comment on peut l'expliquer ça? Oui, alors c'est vrai qu'on est là, on va vivre la 3e année de baisse. On vient de publier au niveau de Dentsu Aegis des chiffres pour le monde. Alors le monde, heureusement, est en croissance. Le marché publicitaire dans le monde, on le prévoit à plus 5% cette année. La France est un des rares pays dans le monde à connaître une baisse. Le seul pays qui va moins bien, c'est l'Italie. Tout le reste des pays dans le monde sont en légère croissance. Et comment on explique ça, que la France investisse moins dans la publicité que les autres pays? Bon, alors je crois qu'il faut bien reconnaître que le contexte économique dans lequel on opère a forcément un impact sur les investissements publicitaires. Les événements, on a eu un effet Coupe du Monde, Jeux Olympiques qui a été un peu plus faible qu'on ne pouvait espérer. Il y a aussi, les chiffres, vous savez, disent tout et en même temps ne disent pas tout parce qu'il y a une partie des investissements qui se reportent petit à petit sur d'autres formes qui sont hors médias, beaucoup en promotion. Forcément, tous les industriels de la grande consommation connaissent un peu de difficultés avec leurs distributeurs, donc ils investissent beaucoup en promotion. Ça, c'est pas évidemment de l'argent qui est investi en médias. Et puis, ils investissent aussi de plus en plus, on pourra en reparler, sur le CRM, parce qu'ils veulent être dans une relation de plus en plus individualisée avec leurs clients. Donc, il y a évidemment des situations économiques, mais je pense qu'il y a aussi une évolution du mix marketing des grandes marques. Dans ce mix marketing, il y a aussi un levier qui s'en sort mieux que les autres, c'est le web. Aujourd'hui, ça pèse à peu près un quart des investissements publicitaires. Qu'est-ce qu'il en est chez Cara? Est-ce que vous êtes aussi sur ces tendances marché-là? Absolument. Alors, vous avez tout à fait raison. C'est 25%. On estime à 25% à peu près le poids mesuré, à nouveau. Toujours cette question de la mesure, mais 25% des investissements médias, c'est au-dessus de la moyenne mondiale. La moyenne mondiale est à 20%, donc on est quand même en avance. La France est en avance sur la digitalisation. Et Cara, la bonne nouvelle, c'est que dans les 2 dernières années, la moyenne des investissements des annonceurs Cara a doublé sur le net. On était un peu en retard. Et maintenant, on est
en ligne avec le marché, c'est-à-dire qu'on est aux alentours de 25%. Comment vous expliquez ce rattrapage finalement? C'est que vous avez initié un changement en interne ou c'est plutôt finalement une volonté de vos clients ou peut-être la combinaison des deux facteurs? Ouais. Vous savez, une agence, normalement, elle doit être le miroir de ses clients. Donc, les clients, ils ont exprimé, quand je les ai rencontrés il y a 2 ans, ils ont tous exprimé un état des lieux qui est de bien se rendre compte que et si on prend le milieu bancaire, la Société Générale, qui est un de nos clients, a bien entendu observé la transformation de la relation entre vous et votre banque. Et aujourd'hui, le PC, la tablette, le téléphone, c'est 80% des points de contact entre un client et une banque. Donc, le média doit se digitaliser à la vitesse à laquelle les clients utilisent de plus en plus ce média. Ça, c'est un premier point. Donc, le besoin client, évidemment. Et puis, pour arriver à faire ça, il faut changer sa façon de travailler, son organisation, ce qu'on a fait chez Carat. Donc, on a intégré les compétences digitales au cœur de l'agence. Donc, maintenant, on n'a pas de séparation entre le digital et ce qu'on appelait le plurimédia. C'est un tout. On est totalement hybride et on est capable de gérer des campagnes de point à point de façon très intégrée. C'est vrai au niveau du conseil, c'est vrai aussi au niveau du trading. Donc, on a changé au niveau de Dentsu dans organisation trading pour que les acheteurs qui achètent de la télévision achètent aussi de la vidéo, pour que les acheteurs qui achètent de la presse achètent aussi les sites éponymes des marques de presse et ainsi de suite sur l'ensemble des médias pour qu'on ait une vraie approche totalement intégrée du digital. Décloisonner l'achat digital du coup. Oui, on a levé les silos. Je crois que d'ailleurs les annonceurs le font aussi dans leurs organisations. Nous-mêmes, nous devions le faire, c'est fait. Et je vais même vous dire qu'on doit aller même au-delà. Et c'est pour ça qu'avec un certain nombre d'annonceurs, on intègre aussi les compétences CRM pour avoir une vraie approche. Parce qu'aujourd'hui, entre un point de contact CRM, un point de contact média… On peut peut-être définir ce qu'est CRM pour nos internautes. CRM, c'est ce qu'on appelle le relationship marketing. C'est-à-dire la capacité à faire de la relation directe. Je vous aide dans une base de données parce que vous êtes client des Galeries Lafayette par exemple, eh bien je suis capable de vous réadresser un message spécifique plutôt que d'avoir un message média de masse. Voilà. Alors quand on vous écoute, Jean-Luc Chétry, on a bien compris cette digitalisation du marché. Est-ce que ça veut dire que les gens vont moins vers la presse écrite? Enfin, c'est une question dont la réponse est dans la question. Est-ce que vous pensez que cette presse écrite va finalement finir par mourir? Non. Je ne crois pas à la fin de la presse écrite. Je crois simplement à son évolution. Et d'ailleurs, les grands groupes de presse sont en train d'évoluer, de transitionner une partie de leurs lecteurs d'ailleurs, parce que quand vous regardez la puissance des marques de presse, elle n'a jamais été aussi importante. Il n'y a jamais autant de gens qui ont regardé Le Figaro, Le Monde. Simplement, ils le regardent peut-être un tout petit peu moins sur format papier, mais ils consultent énormément d'informations sur mobile. Et donc, ils ont un contact avec la marque qui est extrêmement important. En millions de contacts, on n'a jamais eu autant de contacts. Simplement, il y a un enjeu. Évidemment, je ne vais pas vous dire que tout est beau dans le meilleur des mondes parce qu'il y a un enjeu de valorisation de ces nouveaux médias digitaux qui ne sont pas pour l'instant valorisés comme les médias traditionnels, en particulier la presse. Alors, c'est vrai particulièrement sur la presse magazine qui souffre plus que la presse nationale. Mais enfin, l'ensemble de la presse, c'est vrai, quand on regarde sur 5 ou 6 ans, la montée du digital, eh bien, elle s'est faite au détriment, en termes de poids, des investissements dans la presse. Et alors, on parlait du secteur bancaire qui venait lui aussi sur le digital. C'était un peu, pour moi, un des derniers résistants qui tardait à s'y mettre. Il y en a d'autres qui vont y venir comme ça, ou là, vraiment, l'ensemble des secteurs d'activité sont sur la communication digitale? Alors, quand on regarde le portefeuille de clients Carat, qui est très divers, avec tous les métiers, on observe que les métiers de l'automobile, les métiers de la banque, de la distribution, du voyage se sont fortement digitalisés. Les métiers de la grande consommation étaient un peu en retard. Parce qu'ils avaient le sentiment que le digital était réservé à des gens qui étaient héroïstes par nature, donc des voyagistes, des acteurs qui avaient du e-commerce. Or, c'est vrai que la grande distribution, la grande consommation en tout cas pour l'instant, se vend de manière minoritaire sur le e-commerce, même si ça commence à monter avec l'effet d'Amazon et tous les sites de Drive. Donc, ils étaient un peu en retard, ils sont en train de rattraper. Des grands annonceurs comme Mondelez, par exemple, ont vraiment accéléré leurs investissements digitaux, ils ont accéléré leurs investissements mobiles et ils sont en train petit à petit de rattraper les acteurs plus historiques du digital. Ça a à voir avec la montée en puissance aussi de la vidéo online, non? Parce que c'est un format qui prise beaucoup, je pense, et je pense que justement la grande conso mise plutôt sur la vidéo que sur la bannière display qui permet peu de déployer son message de marque ou de mettre en avant son produit, non? Alors vous avez tout à fait raison. Je pense que le développement de la vidéo
Et la possibilité d'exprimer sous forme audiovisuelle une campagne de communication, c'est important pour la grande consommation. Et donc, ça a aidé. D'ailleurs, si on regarde les chiffres, le segment le plus dynamique aujourd'hui, plus 30% depuis le début de l'année, c'est le segment de la vidéo. Versus, d'ailleurs, c'est une des grandes questions pour l'avenir, les bannières statiques qui, elles, sont en train petit à petit de perdre de leur intérêt. On le voit déjà dans la valorisation, mais aussi dans le désinvestissement progressif qu'il peut y avoir sur le display classique. Donc, est-ce que les bannières n'étaient qu'une transition entre la presse écrite et la vidéo ou ont toujours leur place aujourd'hui sur Internet? Écoutez, les bannières ont leur place, elles doivent fonctionner de manière non intrusive. Et je crois que ça, c'est une des responsabilités à la fois des agences médias et des éditeurs que d'éviter l'intrusion. Parce que le média digital nécessite une adaptation des formats. C'est un credo auquel je tiens, qui est on doit passer d'une approche plurimédia où on diffusait à peu près le même message d'une façon ou d'une autre sur tous les médias à une approche transmédia où on a un message différent selon les médias dans lesquels on agit. Et le net est un média d'action. On n'est pas passif sur un écran d'ordinateur. Donc, il faut des messages qui soient plus en adaptation avec ce média. Par exemple, tout ce qui est du domaine du didacticiel, on a développé beaucoup de choses pour nos clients pour donner du service finalement aux consommateurs. Et là, très interactif, des formats interactifs plus longs. Vous savez, les formats les plus populaires sur YouTube ne sont pas des formats courts de 20-30 secondes, ce sont des formats qui ont en moyenne plus de 50 secondes. Pourquoi? Parce qu'ils sont entertaining ou serviciels. YouTube, c'est justement la majeure partie de l'inventaire vidéo. Aujourd'hui, il y a une longue traîne incroyable. Est-ce que ça reste un média intéressant pour une marque? Parce qu'on critique souvent l'environnement YouTube qui n'est pas très premium, qui n'est pas très positif pour les marques. Est-ce que c'est intéressant pour une marque de communiquer aujourd'hui sur des pré-rolls YouTube? Écoutez, on voit son développement, donc je crois que, évidemment, par la puissance des audiences qui commencent à être fédérées, on a évidemment une plateforme de diffusion vidéo qui est intéressante. Les contenus sont de plus en plus premium, puisque des grands acteurs comme Canal ont investi, ont créé des chaînes, M6 aussi. Donc l'ensemble des acteurs aujourd'hui mettent à disposition sur YouTube un certain nombre de contenus très premium, voire même originaux. Ce qui est donc assez intéressant. Après, la question n'est pas tant pour les marques de savoir si elles doivent s'y associer ou pas. Je pense que la question du pré-roll, on est en train petit à petit de trouver les bons formats pour être intéressant. De toute façon, ça aura une limite. La vraie question, c'est les marques sont elles-mêmes médias. Je prends une marque qui est une marque avec laquelle on travaille, qui est Red Bull. À la limite, est-ce qu'elle a besoin d'acteurs des médias pour créer du contenu? Non, elle en crée elle-même. Donc, elle a sa présence naturelle. La grande question, c'est pour les éditeurs. J'étais il y a quelques jours chez Canal, et Canal, pour prendre un exemple, si on a 2 secondes, avait une émission avec Mouloud Achour qui faisait 100 000 clics, qui faisait 100 000 téléspectateurs, un samedi. Bon, alors c'était une case du midi. Depuis qu'ils ont créé la chaîne YouTube, ils ont 5 millions de vidéos vues par mois. 100 000, 5 millions. Ils ont même l'ambition d'en faire un site internet maintenant. Absolument. Avec click.tv. Oui. Mais en revanche, la question, c'est la monétisation. Parce que les 5 millions de vidéos vues ne leur rapportent pas, en termes de revenus, le même revenu que ce qu'ils pouvaient avoir quand ils diffusaient un écran publicitaire en télévision. Donc il y a une vraie question de la monétisation de la valeur des contenus créés sur des sites. Est-ce qu'on privilégie la couverture ou la monétisation? C'est effectivement ce qui a longtemps un peu arbitré. Finalement, TF1 a longtemps été réticent à aller sur YouTube et là, récemment, ils ont sauté le… Oui, mais je crois que c'était naturel. Vous savez, j'étais allé aux États-Unis à l'époque où je travaillais d'ailleurs chez Procter pour voir un peu quels étaient les modèles en dehors de France. Et aux États-Unis, tous les grands acteurs, les CBS, MTV, avaient déjà décidé il y a plusieurs années d'ouvrir leur plateforme et d'être présents là où les audiences sont présentes. On peut évidemment essayer de faire venir le maximum de gens sur ces plateformes, mais on peut aussi, dans un monde qui est de plus en plus ouvert, aller là où les audiences sont présentes. YouTube, Facebook, voilà, sont les lieux dans lesquels on doit être présent quand on est une marque média importante. Alors, une question qu'on a dû vous poser des dizaines de fois et qui s'intègre très bien dans ce qu'on vient de dire, c'est l'arrivée de Netflix en France. Est-ce que donc ça va, révolutionner les usages et surtout, est-ce que ça va dans le sens des agences médias? Est-ce que ça ne va pas au contraire leur enlever un peu leur gagne-pain finalement?
Bon, alors, Netflix, c'est vrai que vous en parlez, c'est un élément qu'on a traité dans le livre que j'ai coécrit avec François Druel sur la télévision. Alors, puisque... on le montre effectivement ce livre, donc « La télévision est morte, vive ma télévision ». Le titre est assez évocateur, on y reviendra juste après. C'est pour ça que je me permets d'y faire référence, parce qu'il traite en effet de cette délinéarisation progressive des contenus et de l'arrivée en dehors de Netflix, parce que bon, je crois qu'on en a beaucoup parlé, j'ai même dit qu'on en avait trop parlé. C'est vrai qu'on n'a entendu que ça je pendant pense 2 que mois, les chiffres vont bientôt Finalement, le on démontrer. voit que les audiences ne décollent pas. Oui, parce qu'il y a... Le catalogue est décevant. Voilà. Vous l'avez dit, et pourquoi? Parce que la situation française est très particulière, que l'accès aux chaînes gratuites, au contenu délinéarisé est déjà extrêmement important. Il y a plus de 15 000 programmes disponibles, 75 000 heures de programmes en délinéarisé, accessibles par tous. Free a fait le travail aussi de rendre accessible l'accès à beaucoup de contenus. La chronologie des médias est très différente en France. Les films ne sont disponibles que 36 mois après être diffusés. Ce n'est pas le cas aux États-Unis. Donc Netflix, pour toutes ces raisons-là, va avoir un succès limité. Canal+, je pense, a une approche assez intelligente aussi pour avoir, et d'ailleurs a des exclusivités. House of Cards et d'autres grandes séries sont uniquement disponibles sur Canal+. Donc Canal+ a sa chance sur ce secteur. Je crois que simplement ce que ça traduit, c'est qu'il y a en effet une individualisation de la consommation. Donc il y aura un certain nombre de gens qui, très heureux d'ailleurs, on m'en parle beaucoup, ce sont plutôt pour les enfants d'ailleurs. Netflix a un catalogue très intéressant de dessins animés qui satisfont beaucoup les familles avec enfants. Donc ça va satisfaire une certaine proportion, mais relativement limitée de la population. Et puis on a cette explosion de l'offre qui fait que chacun consomme différemment maintenant la télévision. Mais on continue à croire, et dans le livre on l'analyse, on continue à croire à la télévision linéaire. Elle ne va pas disparaître. La France est quand même recordman du monde de la consommation de la télé en linéaire. On a 93% des gens qui regardent la télé en linéaire. Donc l'écran, il n'est pas prêt de disparaître. C'est intéressant parce que justement, il y a un chiffre assez éloquent qui est sorti hier. En fait, aux États-Unis, la consommation de télévision en fait, est désormais inférieure à la consommation sur mobile. Vous pensez que du coup, en France, on n'arrivera jamais à de telles extrémités? Alors, d'une part, j'ai vu en effet ce chiffre avec un... C'est très léger, hein. Ouais, c'est juste passé devant. Et ce qu'on ne sait pas encore regarder, c'est les duplications. Ouais. Hein, on n'est pas encore capable de dire quelle est la partie exclusif de l'écran. Bon. Ce développement de la consommation sur mobile, qui n'exclut pas d'ailleurs que potentiellement on peut consulter sur mobile une chaîne de télévision. Puisqu'une chaîne de télévision, ça n'est plus simplement un écran, mais c'est de multiples écrans. Donc, il y a cette évolution, très probable, l'individualisation, mais je me permets de dire, et tant mieux pour les marques, parce que je peux vous dire que d'ailleurs dans le livre, on interroge certains directeurs de la communication qui sont très heureux d'avoir la capacité de la télévision à parler encore à beaucoup de gens en un temps très réduit. Vous savez, pour avoir 80% de couverture sur une cible, mettons 25-49, il faut 3 semaines en télévision, 3 mois avec Internet. Donc on a encore cette puissance immédiate de la télévision qui est extrêmement importante pour construire des marques. Le prime time reste aussi super important dans cette perspective-là, j'imagine. Absolument. La télévision, ça va devenir du direct, du live, du divertissement de plus en plus, de moins en moins de la diffusion d'émissions de stock. Hein, toutes ces séries qu'on a vues, revues, etc. Ça sera la place pour d'autres acteurs. Mais le divertissement, le live, ça va être le cœur de la télévision de demain. Eh ben, ça tombe bien parce qu'on est justement en live, donc on est à la pointe de tout ça. On a des questions justement, Thibaut qui nous dit « Pouvez-vous nous parler de la télévision est morte, vive l'écran ?» Donc on est en train de le faire et il y a un autre point que vous mettez en avant, c'est le gros défi. Donc il y a l'individualisation mais il y a aussi l'attention. C'est capter l'intention de l'auditeur, de l'internaute, de l'audience finalement. Comment est-ce qu'on fait pour la capter cette attention? Parce que nous, on a tendance à dire que passer 2 minutes sur Internet, on avait perdu l'attention d'un internaute. Vous partagez cet avis? Alors, il y a plusieurs questions dans la question. Capter l'attention, j'imagine, c'est capter l'attention quand on est devant un écran et en train de multitasker. Voilà, on multitaske assez régulièrement sur Internet. Alors, quand on multitaske et qu'on interagit avec le programme, on a beaucoup plus d'attention. Alors bon, ce sont des études encore qui ont été uniquement développées par Twitter, donc il faudra regarder des sources indépendantes pour vraiment maîtriser ça, mais je crois qu'intuitivement, c'est ce qu'on se dit. Si vous êtes en train, et vous savez que les tweets, 80% des tweets sont quand même issus de plus ou moins de contenu diffusé en télévision. Donc, quand vous êtes en train d'interagir avec un programme,
votre attention à ce programme est plus importante. Donc, en revanche, quand vous êtes en train de sortir du flux, sortir et échanger sur tout autre sujet, forcément, vous pouvez naturellement imaginer que l'attention va baisser. Donc, je crois que, et c'est d'ailleurs ce que les chaînes font de mieux en mieux, c'est qu'elles créent des dispositifs de deuxième écran qui permettent aux téléspectateurs de rester connectés, s'ils le souhaitent. En même temps, la télévision, vous savez, c'est quand même quelque chose qu'on a envie quand même aussi de regarder à un moment en étant passif et pas forcément en ayant, en étant en train de faire autre chose. Ça, c'est un point de vue général. Évidemment, il faut regarder le point de vue différemment selon les âges. Et quand plus la cible est jeune, et plus le sujet de est-ce que je fais autre chose plutôt que de regarder la télévision se pose. Côté annonceur, l'enjeu, c'est aussi du coup cette synchronisation TV mobile d'envoyer des dispositifs publicitaires sur le second écran. Je sais qu'il y a de plus en plus d'agences qui décident d'envoyer une bannière web concomitamment à la diffusion du spot télé ou d'acheter des liens sponsors. C'est le cas chez Cara? Bien sûr. C'est des dispositifs qu'on a développés, qu'on met en œuvre, des synchronisations en fonction des contextes. C'est finalement l'adaptation du programmatique au contexte de la télévision en essayant d'être plus contextuel. Donc on le fait de plus en plus et je crois que c'est une des directions probablement dans lesquelles on va pouvoir aller, d'autant plus qu'en France, on a cette chance d'avoir beaucoup de box qui vont demain, alors pour l'instant les voies retour ne sont pas encore totalement exploitées, mais quand on va pouvoir exploiter les 45% des foyers français qui sont connectés à une box, on pourra probablement être dans l'individualisation beaucoup plus forte. Alors j'aimerais qu'on change de sujet, si vous voulez bien, et qu'on revienne donc sur le fonctionnement agence média qui conseille les entreprises. Internet aujourd'hui offre de plus en plus d'outils pour mesurer ses audiences. Est-ce que, et même pour toucher ces internautes, est-ce que demain les entreprises auront encore besoin des agences médias ? Écoutez, justement, j'allais vous dire, plus les dispositifs sont complexes, plus les mesures sont nombreuses, plus les points de contact possibles sont importants pour un annonceur, plus il a besoin de conseils. Alors, l'agence média d'il y a 50 ans, au moment où Cara a été inventée, 1968, qui était une agence d'achat d'espace. Cette agence-là, est-ce qu'elle a encore sa place demain? Je ne sais pas. Ce que je sais, c'est que l'achat est une dimension qui existe encore parce qu'il faut optimiser, il faut chercher de l'efficacité, mais il faut surtout chercher de l'efficience, il faut chercher le bon point de contact. Et au-delà des points de contact, au-delà des tuyaux, et de trouver dans des métiers qu'on appelle maintenant les com-planners, parce que nos métiers ont changé, il faut aussi travailler les contenus. Et donc, contenu, point de contact, écosystème, tout ce que j'évoque là, ce sont des données qui ne se désintermédiatisent pas. Donc, quand certains prédisent la fin des agences médias ou autres d'ailleurs, non, c'est au contraire, jamais autant qu'aujourd'hui, et je le vois dans les contacts que j'ai avec les annonceurs, les annonceurs nous posent des questions sur qu'est-ce que je dois faire. Dans tous les développements, tous les jours, toutes les semaines, je reçois une start-up. Et qui viennent avec des idées extraordinaires, qui développent des nouveaux concepts formidables. Voilà. FeedsUp, si on veut le citer, qui est capable maintenant de connecter, et on a utilisé ça d'ailleurs pour un de nos annonceurs, être capable de repérer en géolocalisation ce que font les consommateurs dans un lieu de vente. Ça, c'est nouveau. Ça demande à être décrypté, mesuré, analysé, recommandé. Et ça, c'est vraiment le métier de l'agence média. Sur la question de l'agence tout court, pardon. Non, je vous interromps parce que finalement, je pense que la dénomination agence média va probablement devoir évoluer dans les années qui viennent. Moi, je voulais juste faire un focus sur l'action de l'achat d'espace, qui est un métier qui a complètement changé au cours des 2 dernières années, on va dire, avec l'arrivée de nouveaux acteurs qui sont les trading desks, finalement, parce que de plus en plus de l'inventaire se vend en temps réel aux enchères. Finalement, c'est un business que Cara perd au profit de trading desk, non? Est-ce que ça vous affecte? En l'occurrence, je sais que Dentsu Aegis a aussi son propre trading desk, mais est-ce que vous laissez ça de bonne foi finalement à vos collègues de Hamnet, ou est-ce que… Vous savez, dans le modèle de Dentsu Aegis, on a une chance extraordinaire, et c'était ce que je voulais moi en tant qu'annonceur, donc j'ai la chance de travailler Je rappelle juste, parce qu'on ne l'a pas précisé, donc Carat est une filiale de Aegis qui a elle-même été rachetée il n'y a pas longtemps par Dentsu. Par Dentsu. Donc on a un modèle extraordinaire, c'est que tous les métiers, tous les points de contact, toutes les expertises travaillent sous un seul toit avec un seul PNL, ce qui nous permet de faire travailler pour nos clients l'ensemble des savoir-faire, l'ensemble des métiers sans se poser la question de qui va gagner quoi. Donc, quand on travaille sur un écosystème média pour un client, on peut faire travailler les experts d'iProspect, les experts d'Isobar.
PS Live sur tout l'événementiel et les faire travailler ensemble. Après, quand il s'agit des trading desks, c'est une alternative à l'achat, sachant que ça ne supplantera jamais l'ensemble des dispositifs, puisqu'on travaille encore des opérations spéciales. On sera sans doute sur du 50-50, donc in fine, vous perdez 50% du budget achat espace que vous aviez il y a 10 ans. Vous savez, mon sentiment, c'est que notre valeur, et d'ailleurs je pousse de plus en plus nos clients à ne pas nous rémunérer en pourcentage des achats médias, mais à plutôt regarder quelle valeur de conseil nous leur apportons et à nous payer donc et ce qu'on a de plus en plus. J'ai de plus en plus de clients qui nous payent sur nos équipes, présentent une sorte de staffing plan avec des CV et les clients, c'est ce qu'ils souhaitent, c'est avoir du temps passé. Et plutôt que d'avoir une agence qui a tout intérêt à dire une seule chose à son client, qui est de dire dépense plus d'argent en médias, moi quand des clients viennent me voir et me disent j'ai moins d'argent en médias, ma réaction n'est pas de leur dire ah c'est dommage, c'est surtout de leur dire est-ce que tu as quand même plus d'argent pour investir dans ta marque. Si ce n'est pas du média, si c'est autre chose, ce n'est pas grave. Ce qui m'inquiète plus, c'est ça. Donc notre métier ne doit pas être simplement de se dire alors j'optimise les achats médias de mes clients, et ça c'était l'ancien métier, c'est oui je continue à faire ça parce qu'on me le demande, mais je suis capable d'aller au-delà et d'aider un client à développer ses affaires par tous les points de contact avec lesquels sa marque est en contact avec son consommateur. Alors, je vais maintenant m'adresser au président manager. Donc, Cara, je le rappelle, est une filiale de Aegis, ou Aegis, pardon, une société britannique. On dit Dentsu Aegis, pardon de vous interrompre. Mais... Et donc, qui a été racheté donc, par Dentsu pour créer Dentsu Aegis. En mars 2013, ça a changé quelque chose, un management britannique, puis maintenant un management japonais? C'est un mix maintenant qui s'est créé, ce qui est très bien. C'est-à-dire qu'on a à la fois une culture anglo-saxonne. Moi, j'apprécie ça. J'ai vécu dans des groupes comme Procter, forcément une culture anglo-saxonne. Donc, on a des principes, des valeurs. Une dimension très internationale. Le groupe s'était développé partout dans le monde, 120 pays, avec de la consistance, des outils, une approche des clients qui est très consistante. Le Japon et la force de Dentsu, c'est de nous amener d'abord une connaissance sur une partie du monde qui est en plus fort développement, l'Asie-Pacifique, que je connais bien parce que j'y ai travaillé. Donc c'est une région extraordinaire parce qu'elle bouillonne d'innovation. Dentsu est capable de développer à la fois du contenu. Donc Dentsu a une différence par rapport au reste des grands groupes, c'est que Dentsu travaille de manière verticale depuis la création de contenu, s'associer aux plus grands événements sportifs, posséder les droits des Jeux Olympiques pour certaines régions du monde et d'autres compétitions, jusqu'au conseil au sens publicitaire du terme et aux médias. Donc il y a une vraie approche verticale, on croit à cette approche-là, donc je pense que la combinaison des deux est en train petit à petit de montrer sa force partout où on la déploie. En termes de chiffre d'affaires, vous vous situez où au côté du triumvirat, à Omnicom, Publicis, WPP du coup? Parce qu'on ne connaît pas trop finalement la position. Alors, de mémoire, on doit être 3e ou 4e, je sais plus bien. Finalement, ça vous met au niveau de ces trois oui, on est dans les grands groupes internationaux de communication, même si on n'a pas tout à fait les mêmes périmètres d'opération. Vous voyez, en France, pour l'instant, en tout cas, on n'opère pas dans la création publicitaire. Je crois qu'au-delà de la taille, ce qui est extrêmement important, c'est la capacité à accompagner nos grands clients partout dans le monde de façon consistante. C'est vraiment le focus qu'on a et c'est aujourd'hui une capacité qui nous fait d'ailleurs, il y a eu un classement, je crois, en Angleterre sur les grands clients internationaux, vers quelle agence ils auraient plutôt envie de se tourner. Et Cara, Dentsu Aegis a été classé numéro 1, justement, je pense, sur cette capacité à accompagner de manière très forte les clients internationaux. Maintenant, on accompagne aussi des clients locaux, tant mieux pour nous. Et alors, sur le marché français, un de vos gros concurrents, c'est Havas. Vous partagez un actionnaire commun qui est Vincent Bolloré. Ça se gère comment au quotidien? Alors, on ne le partage plus. Vous ne le partagez plus, mes informations ne sont pas à jour. Parce que Vincent Bolloré a cédé donc, les parts à Dentsu, donc il y a maintenant 1 an de ça. Donc voilà. Donc vous le gérez très bien. Oui, très bien, absolument. Merci beaucoup d'être venu sur notre plateau, Jean-Luc Chétry. Je rappelle donc que vous avez écrit avec François Druel « La télévision est morte, vive ma télévision ». Donc à lire, on vous le conseille. Nicolas James, merci beaucoup. Merci. Quant à vous, merci d'avoir suivi cette émission et je vous donne rendez-vous jeudi prochain, même jour, même heure, pour un nouveau numéro du journal des décideurs du net.